bordure d'un plateau continental vaste et peu profond, la Bretagne est riche de près de 700 espèces d'algues, une des plus fortes concentrations au monde. Véritable concentré d'oligo-éléments, cette flore marine à fort potentiel n'intéresse les scientifiques que depuis les années 60. Un univers où tout est à redécouvrir. Un retour aux sources en somme. On a quand même ici une récolte d'algues et une tradition sur les algues qui est très ancienne. C'est vrai qu'on récolte les algues probablement depuis l'Antiquité. Alors c'est surtout comme amendement, mais ça a été également pour l'industrie du verre dès le XVIIe siècle, où on a récolté des laminaires. Et puis ça a été également l'extraction de l'iode pour faire des antiseptiques, donc dès le XIXe siècle. Et puis plus récemment, on a des extractions de phycocolloïdes, c'est-à-dire de composés gélifiants et épaississants, comme les alginates qui sont extraits des laminaires. Erwan Argal est chercheur au LEBAM, laboratoire d'écophysiologie et de biotechnologie des halophytes et des algues marines. L'Université de Bretagne occidentale abrite depuis 1992 ce centre de recherche à la Pointe du Diable, près de Brest. Ici, patiemment, s'élaborent les médecines de demain. Ici, ce qui nous intéresse, c'est les molécules qu'on va pouvoir extraire de ces algues. Donc, effectivement, soit on les ramasse sur le terrain et on les met ici en aquarium pour une extraction assez rapide, soit on les conditionne pour produire plus de telle ou telle substance. On peut jouer sur la température, on peut jouer sur l'intensité lumineuse ou la durée du jour. Et puis on peut jouer aussi sur la composition du milieu, qui peut avoir une importance assez grande. Notamment, on peut jouer sur la salinité. Alors par exemple, si on augmente la salinité du milieu, ou au contraire qu'on la baisse par rapport à l'eau de mer normale, pour cette algue-ci, on va provoquer la synthèse de substances osmotiquement actives, qui vont donc être chargées de permettre à l'algue de résister à ces conditions un petit peu extrêmes. Et ainsi, bien entendu, à l'après-extraction, ça nous permet d'avoir plus de composés d'un type, en fait, à volonté. Alors la première chose que l'on fait, cela va être de la traiter, de la sécher. Alors il faut savoir qu'on estime à peu près qu'il y a 80% d'eau, donc le rapport, donc c'est 20%. Ce qui fait que là, nous avons un poids de 20%, l'eau étant enlevée. Alors très souvent, c'est dans des fours séchés, ventilés. Ensuite, très souvent à partir de cette matière sèche, on va la réduire plus ou moins finement. L'idée étant d'avoir à la fin une poudre fine. Si on considère que c'est riche en un certain nombre d'éléments, calcium, etc., je veux dire tous les éléments, on parle du sélénium en ce moment, anti-âge, bon, donc là, il y a une richesse en éléments qui est reconnue. Donc c'est clair que on pourrait se dire on va les manger. Bon, et donc l'idée de se réduire les choses en poudre, de faire des poudres de ces algues, c'est l'objet, c'est ce qui est fait. Bon, ça c'est de la parapharmacie, c'est-à-dire c'est le domaine du bien-être. Vous prenez des gélules comme on prend des gélules de plantes, de tilleul pour dormir, de passiflore. Donc c'est un peu le domaine, je dirais, de la parapharmacie, de la phytothérapie. Dans les pays extrêmes d'Extrême-Orient, la première activité, c'est l'alimentation humaine directe. C'est-à-dire qu'on prend vraiment des algues et on les mange comme des légumes. Donc c'est vraiment la plus grosse activité au monde et bien entendu c'est très important au Japon, en Chine et en Corée. Dans le monde occidental, l'algue, comme tout ce qui était marin à l'origine, on s'en méfiait, on connaissait mal le monde marin. Donc de toute façon l'utilisation était très empirique. Ce n'est que depuis 10 ans que les produits de la mer trouvent une valorisation phytothérapeutique, voire pharmaceutique, à l'échelle industrielle. Dans un domaine où tout reste à référencer, les progrès sont lents et doivent parfois beaucoup au hasard. Alors cet alginate, les goémonies, quand ils se blessaient, qu'ils récoltaient au début du siècle, ils avaient constaté que ça avait parfois un effet cicatrisant quand ils se blessaient pour des coupures. Alors, et bien là c'est une application directe. Il faut savoir qu'effectivement, l'une des formes transformées de cet alginate qui est présent dans cette algue, qui est cette espèce d'insoluble, vous voyez, ça colle, et bien par transformation chimique on est arrivé à produire un coton hémostatique, une espèce de ouate. Alors l'intérêt de cette ouate, c'est qu'elle est utilisée actuellement du point de vue chirurgical en fil à suturer,
ou bien tout simplement pour des problèmes d'épistaxie, de saignement de nez. Et le côté naturel de la chose fait que le produit est résorbable, c'est-à-dire que, contrairement, je dirais, de la cellulose, vous n'avez pas enlevé les fibres, vous pouvez laisser ça dans la plaie, ça se met, ça facilite la coagulation du sang. Pour l'instant, il faut être honnête de dire qu'il y a très peu de médicaments à base d'algues en tant que médicaments avec une autorisation de mise sur le marché, si vous allez chez votre pharmacien. Les produits extraits des algues, actuellement, mais on espère bien que ça changera, sont surtout des adjuvants, c'est-à-dire des composés qu'on va rajouter dans une préparation pour lui donner une certaine texture, une certaine capacité, par exemple, à se dégrader dans de l'eau, par exemple, comme les cachets d'aspirine, par exemple, et assez peu, il est vrai, comme composés actifs, véritablement actifs. Il faudrait que tu viennes voir les différents essais de vieillissement qu'on a fait d'extraits d'algues rouges. Donc tu vois qu'on avait sélectionné plusieurs algues rouges qui étaient, regarde, si on compare très bien, donc la colonisation microbienne. C'est complètement envahi par les bactéries, probablement aussi les moisissures. Les moisissures, bactéries, levures. Par contre celui-ci est intéressant. Au stade de la recherche fondamentale, les scientifiques ignorent encore beaucoup des procédés bioactifs marins. Si les algues participent rarement au principe actif des médicaments, néanmoins, utilisées en tant qu'adjuvants, elles peuvent constituer une solution à des problèmes de santé publique, comme dans le cas de la vache folle. Prenez l'exemple de la gélatine. Tout ce qui est dérivé d'origine animale, maintenant, il est clair qu'on ne peut plus ou on ne doit plus l'utiliser. Donc il faut trouver des substitutifs, et en l'occurrence, les produits d'origine végétale sont intéressants. Ils sont connus depuis longtemps, et d'où l'idée d'utiliser les algues. On peut penser trouver dans le milieu marin un certain nombre de substances qui n'existent pas ou plus sur la terre ferme, et qui peuvent éventuellement aider à résoudre certains problèmes de santé, notamment les plus récalcitrants actuellement, c'est-à-dire des problèmes de cancer ou de problèmes également au niveau des virus, parce qu'actuellement au niveau viral, il faut bien dire, on a très peu de choses pour guérir les maladies d'origine virale. Si les végétaux aquatiques et les oligo-éléments peuvent constituer un espoir thérapeutique, la faune n'est pas en reste. Ici, à Roscoff, Frank Zahl est chargé de recherche au CNRS. C'est en étudiant la physiologie des annélides, ces vers marins vivant sous le sable, qu'il a mis à jour les propriétés de leur hémoglobine. Encore en amont de l'application médicale, ces découvertes sont promises à un bel avenir. Nous, on est spécialisé dans l'équipe en écophysiologie, mais on étudie plus particulièrement la respiration de ces animaux. Et le cheminement de la recherche fondamentale tel que l'on l'a pratiqué ici nous a permis donc de découvrir une propriété étonnante de ces hémoglobines. Et cette propriété donc intéresse directement le domaine médical puisqu'il s'agit donc d'utiliser l'hémoglobine de ces organismes pour essayer d'en faire des substituts sanguins. Donc voilà comment on procède. Déjà, on va faire une petite incision au niveau pour dégager les vaisseaux. Donc c'est un pigment respiratoire de type hémoglobine. Par contre, à la différence des hémoglobines de vertébrés, c'est une hémoglobine qui est extracellulaire. C'est-à-dire qu'elle n'est pas contenue dans des cellules, elle est carrément dissoute dans le sang. Donc, vous pouvez le constater, c'est d'une couleur rouge comme notre hémoglobine à nous. Puis ici, on aura une molécule qui est tout à fait intéressante parce qu'elle est stable, plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et elle est stable à 4 degrés. Donc en fait, c'est relativement différent de ce qui existe actuellement sur le marché puisqu'on est obligé de congeler, etc. Tandis qu'ici, on peut avoir donc, ce stock d'hémoglobine et elle est directement sur le terrain. Par exemple, c'est le cas, par exemple, si on a un traumatisme, un accidenté de la route qui a besoin d'une transfusion sanguine, on pourrait amener directement la molécule sur le terrain et transfuser un patient dans ce cas-là.
Au niveau des molécules, je dirais, qui proviennent de la mer, c'est assez nouveau, puisque avant c'était plus appliqué à tout ce qui était le bien-être, la cosmétologie, etc. Maintenant, on vient de plus en plus vers des applications de type appliqué dans différents domaines. Ça peut être l'agriculture, ça peut être la médecine, ça peut être... mais on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de molécules à gros potentiel dans le domaine marin. C'est vrai que si on prend d'un point de vue historique, les organismes marins ont apporté beaucoup de modèles pour étudier différents processus biologiques fondamentaux pour tous les organismes. Et des choses qui n'étaient pas accessibles chez l'homme ou chez d'autres mammifères ont pu être accessibles sur des organismes marins. Et on a pu commencer à les étudier et puis s'apercevoir que ça fonctionnait donc, comme chez les mammifères, et ça a été source d'application. La mer a une très bonne image de marque auprès des personnes, et c'est vrai qu'elle représente un espoir donc pour beaucoup de gens, même y compris pour les scientifiques. On pense que s'il y a encore beaucoup de molécules à découvrir, c'est dans le monde marin qu'on peut les découvrir. Toute la pharmacologie en fait, actuelle est basée sur les plantes terrestres, et ça tient aux travaux de génération et génération de botanistes, mais aussi de la médecine traditionnelle qui avait pu sélectionner les plantes qui pouvaient donc être bénéfiques et guérir des maladies. Dans le domaine marin, ça n'existe pas, ou très peu. En fait, on ne connaît pas justement d'organismes qui étaient pêchés par des populations traditionnelles pour se soigner. Donc il y a tout à faire, et c'est pas simplement une trentaine d'années qu'on peut justement arriver aujourd'hui à une gamme de nouveaux produits pour la médecine en quelques années. Il y a vraiment que depuis une dizaine d'années qu'on sent que l'industrie pharmaceutique soutient vraiment à fond cette recherche. Donc on va à la fois donner des moyens financiers pour financer les chercheurs, financer des équipes de recherche avec donc des étudiants qui pourront travailler dans ce domaine-là, et puis des moyens aussi à la hauteur des enjeux. Il faudra encore une bonne décennie avant de pouvoir faire un bilan assez exhaustif de l'application des molécules marines dans le domaine de la médecine. En clair, la mer n'a pas encore livré tous ses secrets. Des secrets qui aujourd'hui font lentement surface et qu'il faudra apprendre à connaître avant d'envisager de nouveaux champs d'application thérapeutique pour la médecine. Une sorte de réservoir pour les générations futures.